tous. Quel est le point commun entre Shakespeare, Platon, Platini ou encore Anquetil? Eh bien, c'est notre invité. Notre invité est philosophe et amoureux du sport. Et donc, c'est le mieux placé pour critiquer le sport. Si, c'est logique. Vous allez voir, il va tout nous expliquer. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir, Robert Redeker. Bonsoir. Philosophe, sportif ou en tout cas amoureux du sport. C'est ce qu'on lit en quatrième de couverture de votre livre Sport, je t'aime, moi non plus. Alors ça commence bien parce que dans le titre il y a je t'aime et moi non plus. Et alors si on avait des doutes, on ouvre et on regarde la page, la table des matières. Et alors là, plus de doute puisqu'on découvre que le sport c'est la guerre, la haine du sport, l'idéologie sportive, le totalitarisme. Plus de doute, vous n'êtes pas vraiment un amoureux du sport. C'est une formule à la Gainsbourg. Hein, je crois je t'aime moi non plus. Il me semble que c'est une chanson de Gainsbourg, oui. quelque chose comme ça. Et tout le monde sait bien que dans l'amour, il y a son contraire et inversement. Si l'on s'intéresse de très près à quelque chose que l'on prétend ne pas aimer du tout, ou critiquer de manière parfois virulente, mais toujours juste, c'est aussi qu'on aime beaucoup cette chose. Et puis, qui aime bien châtie bien. Et qui châtie bien, c'est parce qu'il aime bien. Vous vous décrivez un peu comme un sauvageon du sport et de la philo. Pourquoi? Je crois que sauvageon, je l'étais, que je l'ai longtemps été, dans le sport, parce que finalement, je vivais de façon assez solitaire et pratiquais le sport de façon très solitaire. Dans la nature? Dans la nature. Vous avez fait plus de 400 km à vélo? Il est arrivé un jour, alors si mes cousines écoutent cette émission ou la regardent, elles s'en souviendront. Je crois que c'était en 1974, oui, j'ai fait 400 km en vélo pour aller rejoindre mes cousines. Nous habitions au sud de Toulouse, à Muret, et elles habitaient du côté de Bord-les-Orgues. Alors le même jour, En Cantal? Oui, le même jour, je suis passé par Toulouse, Cahors, Brive, Tulle et redescendu à Bord-les-Orgues. Mais quand on a 20 ans, qu'on se lève à 3 h du matin, qu'on est entraîné, vous voyez, on est dans l'amour du sport, là, pas du tout de la critique. On est dans la gratuité, en fait. C'est ça qui vous plaît dans le sport. C'est ça qui vous plaît dans le sport. Là, vous parlez de gratuité. C'est le sport gratuitement, sans aucun objectif. Ce qui vous déplaît, c'est vraiment la performance. Ça, vous n'y voyez aucun intérêt. Pratiquer le sport pour arriver premier, oui, pour avoir un corps musclé, pour améliorer ses compétences. C'est pas vraiment la performance qui me déplaît, c'est le culte de la performance. Ce qui est autre chose, et la compétition généralisée à l'intérieur de la société que cela induit. Mais l'exercice de ces facultés physiques, jusqu'à leur limite, voilà, je crois, quelque chose qui est d'ailleurs aussi ancien que l'humanité. Alors le sport, c'est quelque chose de très récent. On ne parle pas là des Jeux Olympiques de l'Antiquité, mais le sport comme quelque chose de... Oui, parce que les Jeux Olympiques... C'était autre chose, c'était lié au sacré, au religieux. Mais le sport tel que nous le connaissons est organisé à partir de la fin du 19e siècle. Où il devient une activité industrielle de plus en plus importante, la véritable passion qui passionne les peuples. Alors cela, c'est pas cela qui est tellement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est par exemple... La beauté du dérisoire. Oui, la beauté du dérisoire, mais un autre exemple me vient à l'esprit. Nous en parlions tout à l'heure. J'ai une amie apnéiste de très haut niveau. Apnéiste. Voilà, apnéiste. Mais c'est la recherche d'une performance en dehors du culte de la performance, en dehors des classements mondiaux, Donc on peut se donner des défis à soi-même. Ça, c'est plus intéressant que d'être dans un classement comparatif. Oui, voilà. Pourtant, vous adorez quand même... Enfin, vous parlez des héros du Tour de France dans les années 60-70. Je parlais d'Anquetil en début d'émission, Poulidor, Eddy Merckx, pour le coup. Là, on était sur la quintessence de la compétition. Le culte du maillot jaune. Oui, mais pas seulement. Je crois qu'on est, avec le Tour de France et le cyclisme en général, on est dans une forme de poésie. Voilà. Et vous voyez de la poésie voilà, dans le Tour de France et dans le cyclisme. Pourquoi? Il y a toute une littérature du Tour de France, du cyclisme. Par exemple, Christian Laborde, par exemple Louis Nucera.
il y a beaucoup Antoine Blondin. Voilà. Il y a toute une littérature parce que il y a dans la course cycliste, dans le Tour de France cycliste, une sorte d'incarnation de... C'est-à-dire chaque coureur représente une figure mythique. Chaque coureur représente des forces que les poètes des mythologies antiques ont su décrire. Donc, le dépassement de soi, quand même, les héros aussi. Alors là, ce que vous décrivez, notamment en parlant de grands auteurs, c'est que c'est pas si antinomique que cela, le sport et l'art ou la culture. Parce que vous, dans le livre, vous le présentez aussi comme quelque chose de très antiquétique, très paradoxal finalement. Il ne faut pas confondre le sport avec l'art. C'est-à-dire, la danse, voilà. C'est du sport et c'est de l'art. Mais la danse, c'est autre chose. On n'a pas le temps d'en parler, on le fera un autre jour si vous voulez. Bon. Cependant, il y a dans le sport la beauté. Voilà. Mais ce n'est pas la même beauté que celle que l'on rencontre dans l'art. Le sport est dérisoire et on pourrait définir le sport ainsi, ou l'attirance que l'on a pour lui, la beauté du dérisoire. C'est la beauté qu'on y trouve. Alors il faut remarquer que c'est une beauté que tous peuvent reconnaître. Ce n'est pas toujours le cas dans l'art. C'est pas difficile d'aimer Beethoven ou Mozart. Par contre, la beauté du dérisoire, elle est à la portée de tout le monde. Elle est à la portée de tout le monde. Et pourtant, vous dites aussi dans votre livre, et pas que vous d'ailleurs, que le sport, c'est aussi la guerre. Et alors ça fait penser à plusieurs choses, mais entre autres, mardi dernier à Roland-Garros, ce fameux match Nadal-Djokovic, et ces formules très guerrières en fait qu'on a lues dans la presse, qui parlent de combats, de joueurs qui se terrassent, voilà, on le voit là. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que finalement c'est qu'une métaphore? C'est seulement une métaphore? Non, c'est pas seulement une métaphore. J'ai connu un joueur de rugby qui me disait que sur le terrain, il avait vraiment envie de tuer son adversaire. C'était son carburant. Voilà, c'était son carburant, hein, comme vous le dites très bien. C'est pas seulement une métaphore. D'ailleurs, on l'a vu dans le foot aussi. Voilà, les passions mises en jeu dans le sport et dans la guerre sont souvent les mêmes. Alors, je crois qu'il faut faire très attention à ne pas utiliser ce style-là de métaphore, qu'il ne faut pas arroser ces passions-là. Le sport a assez de beauté par lui-même pour que l'on évite j'allais dire des exagérations. Non, c'est pas des exagérations, mais cette littérature, ce champ lexical guerrier peut être évité pour éviter aussi d'attiser, c'est ça que vous dites, la violence. On voit là ce qui s'est passé au Stade de France ou aussi à Saint-Étienne dimanche. Il y a des... Oui, on réveille des passions et des ressentiments. Alors Spinoza disait bien qu'il y a des passions mauvaises et de bonnes passions, des passions tristes et des passions joyeuses. Et je crois qu'avec ce vocabulaire-là, on réveille les passions tristes, ressentimentales qui font tant de mal. Alors gardons les passions joyeuses et je retiendrai la beauté du dérisoire dans le sport à portée de tout le monde. Merci Robert Redeker. Ça va bien avec les passions joyeuses, la beauté du dérisoire, voilà. Vous avez raison. Passions joyeuses et beauté du dérisoire. Sport, je t'aime, moi non plus. C'est aux éditions Robert Laffont en partenariat avec l'INSEP. Merci à vous. Merci. C'est dans l'air avec Caroline Roux. Bonne émission à vous.